Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC, avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants. Nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. La RDC et la question Banyarwanda. Troisième partie, les 3 premières guerres du Kivu. Ou comment le maréchal Mobutu a aidé la rébellion de Paul Kagame au Rwanda. Les tergiversations sur la nationalité des Banyarwanda. Nous avons vu, dans la deuxième partie de cette série d'articles consacrés à la question des Banyarwanda, comment la question de la nationalité de ces derniers a évolué de manière inconstante de 1960 à 1981. En 1960, on reconnaît le droit de vote aux Banyarwanda transplantés. La Constitution de 1978-1964 leur retire la nationalité congolaise. En 1971, le président Joseph Désiré Mobutu redonne la nationalité congolaise aux Banyarwanda transplantés de 1930 à 1950, ainsi qu'aux Banyarwanda réfugiés de 1959. En 1972, le président Mobutu fait marche arrière et retire la nationalité zaïroise aux Banyarwanda réfugiés de 1959. En 1981, le Conseil législatif, l'Assemblée nationale de l'époque, retire la nationalité zaïroise aux Banyarwanda transplantés. Certains extrémistes interprètent la loi de 1981 comme si elle avait retiré la nationalité zaïroise à tous les Banyarwanda, autochtones, transplantés, réfugiés. Cette confusion va persister durant plusieurs années. Les facteurs de tension au Nord Kivu. Mais au début des années 1990, 3 facteurs vont transformer cette tension latente entre les communautés du Nord Kivu qui se considèrent comme les vrais autochtones, Nyanga, Tembo, Hunde, et les Banyarwanda en général, Hutu et Tutsi. La première cause d'hostilité est le facteur économique. La réussite économique et la possession de grandes fermes au Nord Kivu par les Banyarwanda exaspèrent les autres tribus qui se considèrent comme marginalisées. Le second facteur est politique. Si on reconnaît la nationalité zaïroise aux Banyarwanda, il va sans dire qu'aux prochaines élections générales, ils vont remporter des nombreux sièges, étant donné que les Banyarwanda sont, par exemple, ultra-majoritaires dans le territoire de Masisi. On estime qu'ils constituent 80% de la population de ce territoire. Il faut noter aussi que les Hutus sont aussi majoritaires dans le territoire de Rutshuru et très présents dans celui de Nyiragongo. Donc, le fait de leur permettre de participer aux élections leur donnera un avantage politique en plus de la suprématie économique qu'ils détiennent déjà. Le troisième facteur est d'ordre administratif. Les Banyarwanda occupent des positions clés dans l'administration publique et l'enseignement, ce qui crée un sentiment d'injustice dans les autres tribus de Masisi et de Rutshuru. Cette tension latente entre communautés du Nord Kivu va dégénérer en affrontements armés. Mais il faut noter qu'il y avait déjà eu des affrontements communautaires au Kivu dans les années 1960. La guerre de Kanyarwanda. Nous n'en parlons pas ici. La première guerre du Kivu, 1993 à 1994. L'apparition des milices tribales. Cette guerre débute le 20 mars 1993, lorsque des membres de la tribu Nyanga attaquent et massacrent plusieurs dizaines de Banyarwanda au marché de Ntoto, dans le territoire de Walikale. De chaque côté, les gens vont s'organiser en créant des milices d'autodéfense. Souvent, ce sont des mutuelles ethniques qui se transforment en milices armées. On a notamment les Kihanda chez les Nandais, Bushenge Onde chez les Onde, Magrivi, mutuelle agricole de Virunga chez les Hutus. Umoja était censé réunir les Hutus et les Tutsis, mais la guerre du Rwanda entre le FPR et le régime d'Habyarimana créait déjà une tension entre les deux communautés de Banyarwanda du Congo. La mutuelle Akuba réunissait les Hunde Nyanga Tembo,
À côté de ces mutuelles, il existait aussi des vraies milices telles que Kigarizo Bokogwa, Banyarwanda Hutu, Ngilima, Unde Nyanga Tembo, Mayi Mayi, Nande. Les affrontements entre les autochtones et les Banyarwanda, chacune de ces milices va acheter des armes et recruter des mercenaires au sein des forces armées zaïroises, FAZ, qui ne cherchent qu'à gagner de l'argent. Les affrontements se font entre les milices de ceux qui se considèrent comme les vrais autochtones, Nyanga Hunde Tembo, contre les Banyarwanda, Hutu et Tutsi. Ils vont durer plusieurs mois, mars 1993 à janvier 1994, et se déroulent dans 4 territoires du Nord Kivu, Masisi, Walikale, Rutshuru et Lubero. Dans ce dernier territoire, c'est la milice Nande qui est active. Beaucoup de Hutus ont fui l'insécurité à l'intérieur pour se réfugier à Rutshuru. Et les déplacés Tutsis qui ont fui le Lubero sont venus eux aussi se réfugier à Rutshuru Centre, où ils étaient installés au stade et dans des écoles de la place. D'autres déplacés sont arrivés au diocèse de Goma, où ils seront assistés par Monseigneur Faustin Ngabo, évêque de la place. Le bilan de ces affrontements est lourd puisqu'on déplore au minimum 6 000 à 7 000 morts. D'autres estimations font état de 14 000 morts et de 200 000 déplacés en l'espace de quelques semaines. Les villages sont pillés, champs brûlés, civils tués à la machette, des collines ethniquement purifiées. On a l'impression que c'est une répétition de ce qui se passera au Rwanda en 1994, mais à une plus grande échelle. L'accalmie. Les ONG et les représentants de la société civile vont se lancer dans une grande campagne de sensibilisation et de pacification. Ce travail de titan va payer puisque la paix va revenir dans la région au mois de janvier 1994. Et c'est la fin de la première guerre du Kivu. Mais beaucoup de déplacés de cette première guerre du Kivu ne rentreront plus chez eux. Malheureusement, l'accalmie ne durera que quelques mois dans cette région. Deuxième guerre du Kivu, 1994 à 1996, l'arrivée massive des réfugiés Hutus rwandais. Cette deuxième guerre va être déclenchée à la suite de l'arrivée massive au Kivu de 1,3 million de réfugiés rwandais. Certains documents parlent de 2 millions des réfugiés. Conséquence du génocide et de la prise du pouvoir à Kigali par le FPR, Front patriotique rwandais, du général Paul Kagame, au mois de juillet 1994. La grande majorité de ces réfugiés rwandais, 750 000 Hutus, s'installent au Nord Kivu. Le gouvernement rwandais en exil, GRE, réorganise les ex-FAR, Forces armées rwandaises, et les miliciens interhamwe, qui veut dire ceux qui combattent ensemble, qui ont tous traversé la frontière zaïroise avec leurs armes. Ces réfugiés sont installés dans 4 camps, Kibumba, Kaindo, Katale, situés à l'époque dans le territoire de Rutshuru et Mugunga à Goma. À partir de ces camps de réfugiés, ces camps sont situés à seulement quelques kilomètres de la frontière rwandaise. Le Hutu Power, structure politique qui dirige le GRE, décide de lancer une double guerre. Premier, une guérilla au Rwanda contre le FPR, dans l'objectif de reconquérir le pouvoir perdu. Deuxième, une guerre de conquête territoriale au Zaïre, puis nettoyage ethnique de la région Masisi-Walikale-Rutshuru. L'objectif de cette deuxième guerre est de neutraliser les milices des Tutsis congolais, qui étaient presque insignifiantes, des Hunde, des Nyanga, des Tembo, des Nande. Le projet de création d'un Hutuland en RDC, ceci est fait dans la perspective de créer un Hutuland au Nord Kivu, qui servira de tremplin pour la reconquête future du Rwanda. Et au cas où la libération du Rwanda prendrait du temps, le Hutuland du Nord Kivu servirait d'état de substitution à ces centaines de milliers de réfugiés rwandais Hutus de 1994. C'est dans ce cadre qu'il va y avoir une alliance presque naturelle entre une frange de Banyarwanda Hutu, Magrivi, du Zaïre, et le Hutu Power rwandais, qui vient de s'installer au Nord Kivu avec ses milliers de militaires professionnels, des ex-FAR et les interamwe. Par instinct de survie,
il va y avoir une alliance temporaire entre les milices Undetembo Nyanganande, généralement appelées les Mayi Mayi, parce qu'ils croient tous que leurs fétiches peuvent les rendre invulnérables, et les milices Tutsi congolais, en vue de faire face à l'armada du Hutu Power. Malheureusement pour eux, la supériorité militaire des Hutus, congolais et rwandais est trop écrasante. Les Mayi Mayi et les milices Tutsi congolais, malgré les maigres appuis de l'APR à ces dernières, vont être laminés par la puissance de feu du Hutu Power. La politique du maréchal Mobutu. Pendant ce temps, l'armée de Mobutu, les FAZ, regardent, presque en spectateurs, le déroulement des événements. Certains analystes expliquent cette attitude des FAZ par le fait que le président Mobutu, très affaibli politiquement par le processus de démocratisation du régime en cours, veut démontrer à l'opinion nationale et internationale que, sans lui, le Zaïre va sombrer dans le chaos, comme en 1960 à 1965, avant son avènement à la tête de ce pays. Voilà pourquoi, par pur cynisme, il laisse faire. La même politique avait été appliquée au Katanga, Shaba, lorsque des extrémistes katangais ont expulsé brutalement les Kasaïens de cette province. Mais ils ne se rendaient pas compte que le retour de Manivelle lui sera fatal. Un autre facteur qui explique la passivité des FAZ est la grande corruption de certains généraux et officiers supérieurs zaïrois par le gouvernement rwandais en exil, GRE, à Goma et Bukavu. Néanmoins, il faut noter que le général Eluki, chef d'état-major général des FAZ, va lancer en 1996 2 opérations de pacification dans la région, l'opération Kimia en février et l'opération Mbata en avril. Le bilan de la Deuxième Guerre du Kivu, le bilan de cette Deuxième Guerre, est encore plus lourd que celui de la Première Guerre. Les estimations varient entre 30 000 à 70 000 morts et 250 000 déplacés en moins de 2 ans. Plus des 15 000 Banyarwanda Tutsi congolais vont se réfugier au Rwanda. Ces départs étaient au début volontaires. Par la suite, ils deviennent forcés. Donc, en 1994 à 1996, il y a eu 2 mouvements croisés. Les Hutus rwandais qui se réfugient au Congo et les Tutsis congolais qui se réfugient au Rwanda. La déclaration de principe signée à Washington ce 25 avril 2025 entre la RDC et le Rwanda fait justement allusion au retour en RDC de ces réfugiés congolais qui sont au Rwanda jusqu'à ce jour. Mais certains habitants du Kivu craignent qu'à travers cette opération de retour des réfugiés congolais, le Rwanda ne puisse déverser son trop-plein de population en RDC. Le retour massif des réfugiés Tutsis rwandais au Rwanda. Il est important de noter qu'après la prise du pouvoir par le FPR à Kigali, beaucoup de réfugiés Tutsis rwandais installés au Congo depuis des décennies, en partant de la première vague de 1959, vont rentrer chez eux au Rwanda. Les Congolais vont être surpris de voir des individus et des familles qui se faisaient passer pour des Zaïrois partir au Rwanda. Ce choc émotionnel a laissé des traces chez beaucoup des Congolais, ce qui pousse certains parmi eux à penser que les Tutsis congolais sont de potentiels infiltrés rwandais. Ceci ne correspond pas à la réalité, puisque de nombreux Tutsis congolais sont en divergence politique totale avec le régime actuel de Kigali. Troisième guerre du Kivu, 1996 à 1997. Les raids croisés entre les ex-FAR, l'APR et les FAZ. Dans le cadre de sa guerre de libération du Rwanda contre le pouvoir du FPR de Paul Kagame, le Hutu Power va lancer plusieurs raids dans leur pays d'origine. Après ces attaques, les combattants Hutus viennent se cacher dans les camps de réfugiés en RDC, situés au nord et au sud Kivu. Ces camps sont devenus des véritables sanctuaires pour le Hutu Power. L'APR, Armée patriotique rwandaise, qui est au pouvoir à Kigali, va aussi commencer à exercer des droits de poursuite en violant la frontière de la RDC pour des opérations coup de poing contre les militaires ex-FAR et les inter-Amway. Par exemple, dans la nuit du 11 au 12 avril 1995, l'APR attaque le camp de réfugiés de Birava. Le 8 mai, le camp de Kangaviro et en novembre 1995, l'île de Lwawa.
En réaction de cette violation de sa frontière, les FAZ vont aussi faire quelques incursions en territoire rwandais. Par exemple, les militaires zaïrois attaquent la localité de Bugarama à la fin du mois d'avril 1995. La situation politique et sécuritaire au Sud Kivu. La troisième guerre du Kivu, contrairement aux précédentes, va, cette fois-ci, commencer au Sud Kivu, où jusque-là les relations entre les communautés Banyarwanda et les autres communautés, Babembe, Bafulero, Bashi, Warega, étaient relativement paisibles. Malgré le climat de contestation de nationalité des Banyarwanda en général des années 1980. Deux facteurs vont impacter négativement la situation des Banyarwanda Tutsi du Sud Kivu, communément appelés les Banyamulenge, les éléments déclencheurs du conflit au Sud Kivu. Le premier facteur est l'assassinat, le 21 octobre 1993, du président burundais Melchior Ndadaye, membre de l'ethnie majoritaire Hutu. Il est assassiné par des extrémistes Tutsi burundais. Les réfugiés Hutu burundais installés dans la région d'Uvira, au Sud Kivu, vont s'en prendre aux Banyamulenge, Tutsi congolais, en les assimilant aux extrémistes Tutsi burundais. Le second facteur est l'arrivée en 1994 au Sud Kivu de 380 000 réfugiés Hutu rwandais, en plus de 170 000 réfugiés Hutu burundais. Certains de ces réfugiés Hutus vont inciter et entraîner certaines populations locales dans leur guerre contre les Banyamulenge. Les tribus du Sud Kivu, y compris les Banyamulenge, vont alors créer des milices d'autodéfense. L'accord de Kigali et des Banyamulenge, la dégradation de la situation au Nord Kivu due à la terreur imposée par le Hutu Power, la montée du sentiment anti-Tutsi au Sud Kivu, la passivité des FAZ et le coup d'État au Burundi du Major Buyoya, le 25 juillet 1996 vont pousser les Banyamulenge à se tourner vers Kigali pour passer un accord. Les deux parties poursuivent des objectifs différents, mais pas opposés. Kigali a besoin d'assurer sa sécurité tout au long de la frontière avec le Zaïre. Les Banyamulenge ont besoin de se sécuriser dans leur environnement au Sud Kivu. Dans leur accord, Kigali s'engage à libérer les militaires Banyamulenge qui s'étaient battus au sein de l'APR pour la libération du Rwanda. Kigali les aide à rentrer chez eux au Zaïre avec leurs armes pour sécuriser leur communauté. En contrepartie, les Banyamulenge s'engagent à attaquer et à disperser les camps de réfugiés Hutu rwandais installés le long de la frontière zaïroise. Mais ces attaques doivent se faire de sorte que le plus grand nombre possible de réfugiés civils rwandais puissent rentrer au Rwanda. La révolte des Banyamulenge, c'est ainsi que la troisième guerre du Kivu va débuter et sera qualifiée par les médias la révolte des Banyamulenge. Parmi ces combattants qu'on appelle les Banyamulenge, il y a aussi d'autres jeunes Congolais qui avaient combattu au sein de l'APR de Paul Kagame pour libérer le Rwanda. Le plus connu de ces Congolais, combattants volontaires, est le commandant Anselme Massassou Nindaga, membre de la tribu Chi du Sud Kivu. Mais il y avait aussi beaucoup des jeunes du Nord Kivu, essentiellement des Tutsis de Rutshuru. Là aussi, le deal était simple. Ils s'engagent à participer à la guerre de libération du Rwanda au sein de l'APR. En contrepartie, une fois au pouvoir, l'APR s'engage à les aider à sécuriser leur territoire et leurs familles en RDC. Les rapports ambigus entre le maréchal Mobutu et le FPR. La question que certains historiens se posent est la suivante. Le maréchal Mobutu a-t-il aidé le FPR de Paul Kagame pendant leurs années de lutte, 1991 à 1993, contre le pouvoir de son ami Juvenal Habyarimana, comme il avait soutenu discrètement la rébellion de Yoweri Museveni en Ouganda? Une réponse affirmative est plausible. Le maréchal Mobutu, par duplicité, aurait aidé discrètement le FPR tout en étant officiellement du côté de Juvenal Habyarimana. 3 éléments de preuve sont avancés pour étayer cette thèse. Primo, des camions quittèrent la ville de Goma, traversaient Rumangabo la nuit et la cité de Rutshuru avec de jeunes recrues,
majoritairement des jeunes Tutsis congolais, et les amenait dans les maquis de Paul Kagame au Rwanda, en passant par Ishasha pour le centre de formation de Nyamilima et par Bunagana pour le centre de formation de Kizoro en Ouganda. Cette activité a duré plusieurs mois, si pas plusieurs années. Trop longtemps pour que le maréchal n'en soit pas informé. Les services de sécurité du Zaïre ont fermé les yeux sur ces recrutements. À notre avis, ils avaient reçu des instructions de la haute hiérarchie, comme on dit. Sekundo, un homme d'affaires rwandophone prospère et très connu à Kinshasa, achetait auprès des quelques généraux des FAZ des armes à détruire que les jeunes recrues emportaient au maquis de l'APR. On se doute bien que ces armes à détruire étaient en très bon état. Tertio, les membres de la communauté des réfugiés Tutsis rwandais, qui s'étaient bien intégrés dans la société zaïroise, se faisant passer pour des Zaïrois et qui occupaient des postes de responsabilité dans des entreprises publiques ou qui avaient prospéré dans le domaine économique, se cotisaient régulièrement pour soutenir financièrement la rébellion du FPR de Paul Kagame. Le maréchal Mobutu s'est organisé pour regarder ailleurs. En définitive, le président du Zaïre a aidé militairement et financièrement les deux camps ennemis qui se battaient au Rwanda, le régime de Habyarimana et le FPR de Paul Kagame. La création de l'AFDL. Mais revenons au Sud Kivu. Le 18 octobre 1996, un mouvement politico-militaire est créé à Lemera. C'est une coalition des 4 mouvements. Premier, le PRP, Parti de la Révolution populaire de Laurent-Désiré Kabila, un ancien combattant de la rébellion des Simba de 1964, Luba du Katanga. Deuxième, le CNRD, Conseil national de résistance pour la démocratie, d'André Kizas Ngandu. Kusu du Maniema, un ancien Kadogo de la rébellion des Simba de Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre, d'Anselme Mazasu Nindaga, ancien combattant de l'APR au Rwanda, Chi du Sud Kivu. Quatrième, l'ADP, Alliance démocratique des peuples, de Deogracias Bougera, un Tutsi congolais formé à l'IBTP de Kinshasa et originaire du Massissi au Nord Kivu. Cette coalition est dénommée AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre. Laurent-Désiré Kabila, le plus connu de tous sur la scène révolutionnaire africaine, en est le porte-parole. Le 19 octobre 1996, les rebelles de l'AFDL attaquent et occupent la ville d'Uvira au sud Kivu. La troisième guerre du Kivu vient de commencer. La troisième guerre du Kivu devient la guerre de libération du Congo. Au départ, c'est presque une opération de police. Il s'agissait d'attaquer les camps de réfugiés rwandais Hutus installés au Zaïre, de pousser les civils à rentrer au Rwanda et de neutraliser les dispositifs militaires des ex-FAR et des Interamwe. Après quelques semaines de combat, l'AFDL et ses alliés vont se rendre compte que le maréchal Mobutu n'a plus d'armée, puisque les militaires des FAS fuient devant l'ennemi en pillant les localités et les villes qu'ils abandonnent sans résistance. L'objectif de l'AFDL va changer. Pourquoi ne pas en profiter pour chasser le maréchal Mobutu du pouvoir à Kinshasa? La troisième guerre du Kivu-Guerre se transforme en guerre de libération du Congo. À suivre. Abonnez-vous SVP.